On va poursuivre cette session sur les approches à l'échelle de la parcelle. Et donc, on accueille Baptiste Labéry, qui a la double casquette, donc chargé d'expérimentation à la CEFRA et qui est aussi au CTIFL, à la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Et donc, tu vas nous présenter la synthèse nationale pour l'Arbo. Alors bonjour à tous, donc oui, Baptiste Labéry, je travaille au CTIFL et je fais partie, j'ai plusieurs missions, mais je fais partie de la cellule d'animation nationale du réseau Défi Ecophyto. Je travaille sur l'animation de la filière Arbo dans le réseau Défi et sur la synthèse des résultats qui sortent de ce réseau Défi, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc une synthèse sur à peu près 10 ans de résultats des fermes Défi en arboriculture. Alors, je ne connais pas trop le public aujourd'hui, il y a beaucoup de monde très différent, donc je ne sais pas trop quel niveau de connaissance vous avez sur le réseau Défi. J'espère que vous en avez quand même un petit peu entendu parler, mais je vais quand même faire 2-3 mots là-dessus pour vous repréciser comment fonctionne le dispositif. En fait, Défi, c'est une action du plan Ecophyto qui est divisée en 2 volets, le réseau ferme et le réseau XP. Le réseau ferme, donc, ce sont des fermes qui travaillent sur la réduction d'usage des produits phytosanitaires, partout sur la France métropolitaine et aussi dans les dom-toms, et un réseau XP à droite, où on est plutôt sur des projets d'expérimentation, pareil, qui testent des systèmes avec usage de phyto en ultime recours, avec des ambitions assez importantes de réduction de phyto. Et moi, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler exclusivement de ce qui s'est passé dans le réseau ferme, à gauche, et des 180 groupes défis qui sont répartis dans toute la France, sur toutes les filières végétales. Mais moi, je vais vous parler de l'arboriculture, évidemment, mais le réseau défi concerne toutes les filières de production végétale. En tout, si on prend toutes les filières de production végétale, on a à peu près 2000 exploitations qui sont dans le réseau défi, qui sont organisées en groupes, qui sont suivis par des ingénieurs réseau. J'ai pas de pointeur, si j'ai un pointeur, ils ne le verront pas à Angers de toute façon. Donc, ok. 180 ingénieurs réseau donc, qui suivent ces groupes d'arboriculteurs et qui visent à produire des références. Bon, évidemment, ces ingénieurs animent les groupes, et ils ont aussi un gros travail sur la communication, la valorisation de ces travaux qui sont faits en groupe. Et vous avez à droite quelques camemberts qui vous montrent un peu la répartition donc sur l'ensemble du réseau Défi. Majoritairement des groupes en filière grande culture, polyculture, élevage. L'arboriculture est qu'une petite partie, 15 groupes Défi sur les 180. Et en bas, vous avez la diversité des structures qui accompagnent ces groupes Défi, majoritairement des ingénieurs et des conseillers de chambres d'agriculture, mais aussi de groupements bio, CIVAM, parfois des OP, des stations d'expé et autres, parfois des frédons, des lycées agricoles. Les objectifs du réseau Défi ferme, même si vous avez un petit peu une idée, ça les reprécise ici, c'est objectiver l'utilisation des pesticides, décrire ces systèmes de culture innovants qui sont économes en phyto. On suit les évolutions, on étudie les stratégies, on repère et on diffuse ce qui fonctionne, parfois aussi, et qui ne fonctionne pas. Et évidemment, il y a tout ce travail d'accompagnement individuel et collectif de ces ingénieurs réseau, justement pour ces arboriculteurs, agriculteurs, mais arboriculteurs qui sont engagés. Je vais rentrer un peu dans les résultats. Je sais qu'il y a un public pas mal de scientifiques aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter les résultats de ce suivi de réseau ferme Défi donc sur 10 ans en arboriculture. La synthèse a été publiée cet été. Elle est disponible sur le site ecophytopic.fr. Si vous ne connaissez pas le site ecophytopic.fr, je vous conseille d'y aller et je vous en reparlerai. Quelques éléments méthodologiques juste pour introduire cette synthèse que je vais vous présenter. Rappelez que l'objet d'étude dans le réseau Défi, c'est toujours le système de culture. En fait, on a étudié des périodes, on va dire, entre un état initial, quand les fermes Défi sont rentrées dans le réseau, alors à différentes époques, entre 2012 et 2016, et le moment, donc une moyenne entre 2018, 2019 et 2020, qui sont les dernières années où on a vraiment tout récolté comme données et on a fait l'analyse. Très rapidement, la source des données utilisée, c'est un système d'information qui s'appelle AgroSys, dans lequel les ingénieurs réseau saisissent toutes les données concernant les opérations culturales, les itinéraires techniques, etc. Et puis, on a tout un travail que je ne vous détaille pas sur la qualité des données, où avant de faire cette synthèse, on a fait tout un tri pour justement sortir des données qui étaient trop aberrantes, vérifier de prendre des systèmes dans lesquels ça avait été bien saisi, etc., pour avoir des données robustes et vous sortir des informations robustes. En arboriculture, donc là j'entre vraiment dans le vif du sujet, on a un échantillon qu'on a suivi donc, dans cette synthèse ferme de 145 systèmes de culture en arbo qui sont répartis sur toute la France. Vous avez la carte de France à gauche de ce graphique. Donc on a de tout dans le réseau Défi. On a du pommier, du poirier, de l'abricotier, du pêcher, clémentine, olive, noix. On a de la prune en Mirabelle de Lorraine.
Donc des groupes qui représentent quand même assez bien certains bassins de production assez importants de l'arboriculture en France, dans l'ouest, dans le sud-est et puis voilà, un peu plus dans le nord. Et à droite, vous avez juste une répartition des systèmes en fonction de leur itinéraire technique bio-conventionnel. On est rentré à l'état initial avec en gros 25% de systèmes qui étaient en bio. Il y a eu quelques conversions pendant le suivi du réseau défi et en moyenne 2018-2020, on avait 35% des systèmes qui étaient en bio. Donc voilà, du bio et du conventionnel. Alors le principal résultat que j'ai à vous montrer, en fait, c'est celui-ci. C'est que entre l'état initial, donc là on prend tous les systèmes de culture arbo, toutes espèces confondues, donc on mélange de la pomme, de la noix, etc. L'évolution de l'IFT entre l'état initial et la moyenne 2018, 2019, 2020, donc on a eu une baisse de 35%. Je n'ai pas parlé de l'IFT aussi, petit point sur l'IFT, j'espère que ça vous parle et que je n'ai pas forcément besoin de réexpliquer. Donc c'est notre indicateur de suivi de l'usage des produits phyto. C'est vraiment cet indicateur-là qu'on suit pour mesurer l'usage. Et donc là, on a pris l'IFT total hors produit de biocontrôle. Et en gros, on est passé d'un peu plus de 15 IFT à environ 10 IFT. Donc ça, globalement, c'est un très bon résultat. Donc nous, on était assez contents et je pense que le réseau a été assez content de ce travail et de ces résultats parce que c'est une baisse qui est quand même assez significative. Voilà, donc on est bien sur l'IFT hors produit de biocontrôle. On parlera après des différentes catégories de produits. Mais on est encore aujourd'hui, donc dans ces années de 2018-2020, encore des IFT de 10. Ça veut dire que moi, je pense au titre de la rencontre qui s'appelle Sortir des pesticides en arboriculture. Voilà, on a bien réduit dans le réseau défi, c'est chouette, mais on est encore loin de la sortie des pesticides. Si on rentre un peu plus dans le détail de l'IFT, de ces données en fait, par catégorie, en fait, vous voyez les cases orange et jaune. Ce sont les IFT fongicides et insecticides. En fait, on a réduit, qui sont les usages majoritaires en arboriculture. On a réduit globalement, il faut comprendre, de 30% les insecticides et à peu près de 30% les fongicides. On a une petite ligne rose, en fait, ce sont les produits éclaircissants qui sont encore présents dans pas mal de systèmes de culture. On a une petite ligne verte tout en bas qui est à peine visible, ce sont les IFT herbicides. Donc, qui correspondent à, on est passé de 0,4 à 0,2 IFT herbicides. C'est des tout petits IFT parce qu'on traite assez peu et sur le rang, donc assez localisé. Ça reste un enjeu quand même majeur, l'IFT herbicide en arboriculture, puisqu'on a encore beaucoup de systèmes où on a encore besoin de ces herbicides. Et puis vous voyez apparaître la zone en bleu tout en haut. Là, on est sur les IFT biocontrôle, donc qui n'étaient pas mentionnés dans la diapo d'avant. Là, on est sur les produits de la liste biocontrôle. Et en fait, on voit que c'est le seul IFT, entre guillemets, qui augmente. On est passé de 5 à 6,5, donc une augmentation d'à peu près 30%. Mais ça, c'est un résultat attendu parce que les produits de biocontrôle étaient identifiés comme des alternatives aux produits hors biocontrôle. Donc voilà, c'était identifié comme une piste alternative. Là, je vous donne quelques résultats en exclusivité parce que ces résultats ne sont pas présents dans la synthèse ferme nationale. Ce sont des résultats par espèce. Donc, juste petite parenthèse, on est en train de travailler en ce moment sur, on a sorti la synthèse ferme arboriculture, on travaille sur une synthèse par espèce. Sortir une synthèse pomme, c'est une synthèse pêche, etc. C'est pour vous montrer que sur l'ensemble des espèces, en fait, tout le monde réduit. Voilà, avec plus ou moins d'intensité, mais en termes de pourcentage, mais tout le monde réduit. Il manque l'olive et la clémentine sur cette diapo, mais l'olive, on est entre 30 et 40%, et la clémentine, on est au-delà de 50%. Mais c'est pour vous montrer que dans tous les groupes, partout, tout le monde a réussi à réduire l'IFT. On creuse encore un peu plus, parce que quand on parle de l'IFT, on peut regarder beaucoup de choses. Là, vous avez deux graphiques un petit peu compliqués, mais que je vais vous détailler simplement. À gauche, en fait, on a essayé de comparer les systèmes de culture défi, Arbo, avec leurs références régionales issues d'enquêtes pratiques culturelles qui ont été faites par Agreste, par le ministère. Des enquêtes en arboriculture qui ont été réalisées en 2012, 2015 et 2018. Et en fait, en 2012, les fermes qui rentraient dans le réseau défi, on avait un chiffre, c'est 50% des fermes défi qui étaient au-dessus de leur IFT de référence régionale et 50% qui étaient en dessous de leur IFT de référence régionale. Donc en 2012, on a tendance à penser que les fermes défi étaient représentatives des pratiques phyto en France. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'évolution des fermes dans défi qui ont réussi à réduire l'IFT, en 2018, en fait, on a maintenant 50% des fermes défi qui ont un IFT inférieur à 25% de leur IFT de référence régionale. Donc en fait, on a des fermes défi qui sont devenues plus performantes du point de vue de l'IFT. Et à droite, vous avez une autre présentation aussi un petit peu compliquée. C'est un nuage de points où vous avez tous les systèmes qui sont représentés en fonction de leur IFT initial en abscisse, en bas,
et leur IFT 18, 19, 20 à gauche en ordonnée. En fait, plus les points sont en bas à droite, plus ça veut dire qu'ils ont réussi à réduire les IFT. En gros, ça vous montre qu'il y a peu de situations d'échec quand même, hein. Tout le monde a plutôt bien réussi à réduire. Et on a mis une différence entre les conventionnels et les bio et ceux qui étaient en conversion. C'est aussi intéressant de voir que ceux qui sont rentrés dans Défi dans cette époque-là, qui ont été en conversion bio, dans ces années 2012 jusqu'à 2020, où le bio était un contexte hyper favorable, on a eu des baisses très très importantes de l'IFT sur ces fermes en conversion, de largement plus de 50%. J'ai beaucoup parlé de l'IFT, j'avance parce que je sais que le temps m'est compté. J'aime bien montrer une diapo, enfin, ce type de données-là aussi, parce qu'on parle beaucoup d'IFT, mais on a aussi des données sur en fait, l'ensemble des quantités de matière active appliquées sur un verger. Donc là, on a pris à gauche, vous avez l'évolution des quantités de matière active entre l'état initial et la moyenne, tout compris. Donc là, produits hors biocontrôle, produits de biocontrôle. Et en fait, on voit que finalement, même si l'IFT baisse fortement de 35%, en fait, il n'y a pas une grosse différence de quantité de matière active appliquée. Et là, j'introduis l'idée qu'en fait, on a pas mal de substitutions de produits en fait, dans la baisse de l'IFT. On a beaucoup d'usages anciens de produits hors biocontrôle, où on est rentré dans des produits plutôt biocontrôle et utilisables en agriculture biologique, qui ont tendance à être plus lourds en termes de dose. Et vous avez l'exemple à droite du soufre, où en fait, même si les fermes Défi ont réduit de 35% l'IFT, elles ont augmenté leur usage de soufre dans les systèmes. Alors, j'ai beaucoup parlé maintenant des produits phyto, mais évidemment, la grande question, et ça a été déjà un petit peu évoqué ce matin, c'est les aspects technico-économiques. Si on prend un échantillon, parce que ce n'est pas exactement les 145 systèmes, là, c'est un échantillon représentatif de ces 145 systèmes, sur les rendements, en fait, on est passé, donc là, tout est confondu, encore une fois, hein, c'est des rendements pommes, pêche, abricots, tout mélangé, donc ça veut dire aussi ce que ça veut dire, mais globalement, on a réduit, enfin, ça a été, le rendement a évolué d'une petite baisse de à peine 6% entre l'état initial et la moyenne de 2018-2020, on est passé de un peu plus de 25 tonnes hectares à un peu moins de 24 tonnes hectares. Globalement, ça a plutôt en faveur d'une stagnation du rendement parce qu'une baisse de 6%, ce n'est pas très significatif. Ça, c'est quand même plutôt un bon résultat aussi et c'était voulu. C'est-à-dire que les fermes Défi, quand elles sont rentrées dans le réseau, l'idée, c'était d'arriver à réduire les phytos, mais évidemment de maîtriser les rendements et de maîtriser la rentabilité de l'exploitation. Et ces données-là nous montrent qu'on a plutôt réussi à atteindre cet objectif-là. Dans la synthèse, vous avez ces données-là. Évidemment, quand on parle de données de données plutôt économiques, on a envie d'aller beaucoup plus loin que ça. On a envie de traduire le chiffre d'affaires, on a envie de traduire des choses comme les charges de production, les coûts de production, de calculer des marges. Tout ça est en cours de travail dans le réseau Défi. On sait qu'on est très attendu là-dessus. Là, on est en train de travailler sur les synthèses par espèce, où justement, on est en train de travailler sur ces indicateurs. Mais dans la synthèse, aujourd'hui, je ne peux pas vous les sortir et je m'arrêterai là pour les données économiques parce que je ne les ai pas. C'est une parenthèse, mais c'est important. C'est vraiment, je sais qu'on est attendu là-dessus, sur ces données économiques, mais franchement, pour avoir mis le nez dedans, c'est quand même compliqué à sortir parce que dès qu'on est sur un réseau collectif avec différentes espèces, différentes exploitations, et qu'on cherche à sortir des chiffres d'affaires avec des prix. Alors, je finis la présentation et après, on a des questions si vous voulez bien. Et j'ai été coupé, du coup, je disais que c'était compliqué en termes de méthodologie d'arriver à sortir des indicateurs économiques vraiment pertinents, dans le sens où il y a de telles variations de données en arboriculture sur les prix de vente, sur des coûts de production, sur des investissements, etc., que ça reste difficile. Et je ne sais pas combien de temps il me reste, 2 minutes, mais j'en arrive à la toute fin. J'ai parlé des IFT, des phytos, des rendements. Évidemment, la question derrière, c'est OK, mais comment on fait tout ça? Donc, on en a déjà parlé un petit peu ce matin. Arriver à ces résultats, c'est aussi pour les fermes Défi mettre en place un très grand nombre de leviers dans les systèmes. Et là, on a interrogé les ingénieurs réseau sur les leviers qui étaient utilisés dans les systèmes Défi. Donc à gauche, vous avez les leviers qui ont trait à la gestion des maladies, et à droite, les leviers qui ont trait à la gestion des ravageurs. Bon, on vous montre que, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. À gauche, vous voyez de la prophylaxie, vous voyez des produits de biocontrôle, l'utilisation d'outils d'aide à la décision, la réduction de doses, des variétés résistantes, etc. À droite, sur la gestion des ravageurs, vous avez évidemment la confusion sexuelle qui est largement déployée depuis très longtemps, l'utilisation de micro-organismes, d'argile, de lutte biologique par conservation, donc au niveau du paysage, voilà, utilisation d'OAD aussi, filets anti-insectes, etc. J'ai le même diapo par rapport à la gestion des adventices, où là c'est plus simple, on n'a que deux grands leviers, c'est le désherbage mécanique qui est largement employé,
mais aussi le paillage au sol avec des bâches tissées, pour vous montrer simplement l'idée que les systèmes se sont évidemment complexifiés en termes d'itinéraire technique dans Défi. Et je finirai par ça. Vraiment, je vous encourage à aller sur le site ecophytopic.fr parce que vous trouverez toutes ces fiches techniques qui ont été réalisées par les ingénieurs réseau qui vous expliquent, à mon sens, elles sont super ces fiches techniques parce qu'elles vous expliquent très concrètement comment se met en place un levier, est-ce qu'il est efficace ou pas, dans quelles conditions, avec un point de vue objectif sur l'agriculteur qui exprime son sentiment, l'ingénieur réseau avec des données économiques aussi derrière sur est-ce que le système est efficace avec ce levier ou pas, etc. etc. Donc je vous encourage, si vous avez des questions sur le puceron, sur la culture pêchée, vous trouverez plein de choses sur le site Ecophytopic et vous tomberez sur ces fiches techniques. Voilà, et donc toutes les productions des réseaux qui sont rappelées dans cette dernière diapo. Encore une fois, pour aller sur le site ecophytopic.fr et aller retrouver toutes ces informations qui ont été publiées, qui sont pour moi une mine d'or d'informations. Voilà, et j'ai fini, et je vous remercie pour votre attention. Alors on va enchaîner sur la deuxième présentation et ensuite on prendra les questions regroupées. Donc on va accueillir Sylvaine Simon et Aude Alaphilippe qui sont chercheuses à Gautron, à l'INRAE. Merci. Bonjour à toutes et tous. Et donc, c'est la session Drôme, je crois, hein, parce que Baptiste était de la Drôme aussi. Puis, on va rester également dans Défi, parce que je vais vous parler de projets experts. Ah, c'est toi qui as la télécommande. Pas dégourdi avec les télécommandes, vous allez le voir tout de suite. Donc, on va parler d'un projet exploratoire qui consiste à repenser l'espace de production et sa diversité pour produire, en vue de produire des fruits en zéro phyto. Et donc, on va vous faire un retour d'expérience de cette démarche qui est relativement récente. Et donc, pourquoi on a fait cette démarche? Donc, on a travaillé dans Ecophyto 1 avec des vergers classiques dans lesquels on a combiné un ensemble de leviers et qui maintenant c'était en 2005 et c'est maintenant en production, tous ces leviers que Baptiste vient de présenter. Et donc, par rapport à un système de référence, donc on est en pomme, on arrive à réduire effectivement. Mais on touche les limites du système quand on descend, on commence à descendre. Il vient un moment où si on continue d'enlever des pesticides, on perd en quantité ou en qualité. Et donc, ça nous a fait toucher du doigt, est-ce que l'espace de production de fruits dans lequel on aimerait avoir cet ensemble de méthodes de biocontrôle, etc., il ne faut pas le revoir. Et le revoir comment ? C'est peut-être casser cette spécialisation, cette monoculture. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait et c'est ce qu'on explore. Et donc, repenser le verger, par quel bout on prend ça, comment on le fait? On est reparti de cette façon-là. On est reparti d'une page blanche. Et donc, l'idée, ça a été, dans ce cadre extrême, de voir s'il est possible de produire en mobilisant les régulations. L'idée, ça va être utiliser la diversité végétale pour créer un espace dans lequel les ravageurs vont avoir du mal à arriver, s'ils arrivent, du mal à s'installer, à se développer et à se disperser à l'intérieur du verger. Donc très défavorable aux bioagresseurs et à contrario, très accueillant pour un ensemble d'auxiliaires. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, si on associe plein de plantes, il faut qu'elles partagent les ressources. Donc comment on associe? Ça a été évoqué avec les plantes aromatiques. Où est-ce que je les mets dans le verger, par exemple? Et puis également, comment nous, on travaille dans cet espace de production. Parce que si c'est très compliqué, c'est pas facile d'y circuler ni d'y travailler. Et donc, voilà, l'idée, ça a été de faire des compromis entre ces différentes dimensions. Et on l'a fait donc en co-conception. Donc, le projet Ecophyto Alto qui est en train de se terminer, c'est des réseaux d'agriculteurs, l'enseignement agricole, des conseillers, des expérimentateurs, des naturalistes, des chercheurs, dont des chercheurs en sciences sociales. Donc, très rapidement, voilà, tenter le zéro phyto, des ateliers qui ont permis de proposer plein de prototypes, dont certains en cercle, qui ont été retravaillés. On l'a implanté en 2018, donc c'est un dispositif qui fait 1,8 hectare. Et puis, voilà, c'est que le début, parce que une fois implanté, il faut piloter cet espace qui est très diversifié, etc.
Du coup, voilà à quoi il ressemble. Là, vous voyez la ferme expérimentale INRAE de Gautron, là. Donc, ce dispositif dans un paysage voilà, de la plaine de Valence. 14 espèces fruitières, 33 variétés fruitières, et puis après, des plantes de service qui composent ça. Je vous le décris très rapidement. Nous accueillons énormément de groupes dans ce dispositif. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir voir de près à quoi ça ressemble, vous venez échanger autour de la démarche, de ce qui est mis en place. Vous êtes les bienvenus. Donc, on commence par une haie. On est en vallée du Rhône, donc il nous faut une haie. C'est une barrière végétale qui va faire brise-vent, un minima barrière, mais également des ressources pour les auxiliaires, le gîte et le couvert pour les auxiliaires. Je le fais très vite. On va avoir un cercle ensuite de pommiers avec des variétés pièges à pucerons et puis certaines qui vont éviter le carpocaps parce qu'elles sont précoces. On va ensuite avoir une autre barrière. Là, c'est un cercle de diversification avec plein d'espèces de diversification, noisettes, figues, petits fruits, etc. Donc, on l'appelle notre cercle muesli. Et puis, la zone centrale qui est assurée, c'est pas en prison, c'est une zone vraiment à visée de production dans laquelle on va avoir des alternances entre rangs d'espèces et sur le rang des alternances de variétés. Tout ça est organisé de manière ergonomique, de manière à ne pas faire de trajet à vide quand on travaille sur une espèce fruitière. Et puis, pour finir, tous les aménagements pour la biodive. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est en zéro phyto qu'on ne fait rien. On fait énormément de surveillance, de prophylaxie et de méthodes, et d'approches culturales dans ce verger. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas détailler beaucoup plus. Donc, les premiers résultats, c'est Aude. Oui, bonjour. Donc, je prends le relais pour cette partie-là. La première chose, en fait, donc, on va l'évaluer dans le temps. Elle a été mise en place en 2018 et ça va durer encore une bonne dizaine d'années à partir de maintenant. Et la première chose qu'on va dire en termes de résultats, c'est la casse climatique qu'on a subie depuis le début. Et c'était la pure chose auquel on a eu faire face plus que le zéro phyto. De la grêle, de la neige, du gel, voilà, comme tout le monde. Donc on a quand même à dire qu'on a une bonne implantation des arbres, mis à part pour les abricotiers, et puis quelques soucis avec le campagnol qui grignote un peu les racines de pommiers, et qu'on va vous présenter là aujourd'hui les résultats des premières récoltes 2023. Donc la première des choses, comme on l'a dit, c'est un verger dans lequel on a cherché à installer beaucoup de biodiversité pour de la régulation. Donc de la biodiversité, on en a, qu'elle soit végétale ou animale, avec un cortège diversifié d'auxiliaires. Du coup, en termes de régulation, puisque l'idée c'était de mobiliser ce service de régulation pour pouvoir générer une production, en termes de régulation, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de parasitisme et de prédation est élevé. Là, vous avez un graphique qui représente le parasitisme sur des larves de carpocaps, je vais y arriver. Donc voilà, avec un taux de parasitisme qui est la courbe grise et qui est supérieur à 30% sur les 3 dernières années. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a un bon niveau de prédation. Donc là, c'est des cartes de prédation qu'on installe dans les vergers pour pouvoir le mesurer. Avec un taux de prédation, vous avez la ligne rouge sur ce graphique-là qui représente 80% de prédation, qui est régulièrement dépassée, que ce soit pour le puceron et pour le carpocaps. Et ce qu'on peut dire en termes de régulation de manière générale, notamment là pour cette année 2023, qui est un contexte difficile aussi bien au niveau local que national, on a eu une très faible population, nous, de pucerons cendrés observés dans les vergers. Donc tout est observé. Ces passages qui nous permettent de faire de la prophylaxie, il y a de l'observation régulière de ce qu'il y a dans les vergers comme ravageurs et comme auxiliaires. En termes de rendement, je commence par ça. C'est un verger qui est jeune, dont l'implantation est plus lente qu'un verger classique, avec des résultats de 2023. Donc on attend les années prochaines pour confirmer ce qu'on observe. Donc vous avez ici les principales espèces fruitières qui sont le pommier, l'abricotier, le pêcher et le prunier. Vous avez les rendements qui sont exprimés en kilogrammes de fruits par arbre. On pourra revenir sur cette unité-là. Mais vu la faible densité et des densités de plantation qui sont variables en fonction de l'espèce fruitière, c'était l'unité la plus simple pour vous présenter ces premiers résultats aujourd'hui. Et le message là qu'on voulait faire passer avec ce graphique-là, c'est ce que vous voyez en gris, en proportion en fait. C'est le faible taux de déchets par rapport à ce qu'on pouvait attendre sur ce verger-là.
Donc ça confirme qu'il y a bien une régulation qui se met en place, malgré avec le zéro phyto, en tout cas on a bien cette régulation qui se met en place. On a une proportion d'industrie qui est non négligeable, mais on a aussi une proportion de premier choix finalement qui est plus élevée que ce qu'on imaginait, avec des taux de rendement qui sont faibles globalement pour la plupart des espèces fruitières. Après, vu le contexte, on espère que ça va continuer dans ce sens-là, on reste optimiste. On a 2 autres espèces qui ne sont pas des espèces principales, qui sont le figuier et l'amandier, qui rentrent également en production. Avec le figuier, des choses qui sont plutôt intéressantes, vu la faible quantité d'arbres. On va le revoir en termes d'efficience. Pas de résultats économiques pour nous non plus, mis à part ce graphique-là. Donc on travaille également, on vous l'a dit, c'est un projet qui implique beaucoup d'acteurs. Donc on a des réflexions aussi sur la présentation des résultats pour pouvoir en conclure des choses. C'est difficile quand on a un verger qui est diversifié, comme celui-ci. Donc on met en place en fait des représentations et des indicateurs. Donc là, vous avez 4 éléments. Donc la production, tout est remis à 100%. L'idée, c'est de voir en fait par espèce fruitière qu'est-ce qu'elle représente en termes de rendement par rapport aux rendements globaux. Donc là, vous avez par exemple sur la première barre d'histogramme, pour la production, c'est bien le pommier l'espèce principale et c'est bien elle qui génère le plus de production. Vous avez aussi la surface occupée, donc qui a été réallouée par espèce fruitière avec le pommier qui est également là aussi l'espèce principale. Et après, en temps de travail, est-ce que c'est cohérent par rapport à la production générée et par rapport à la valorisation qui est la dernière colonne, qui est le prix de vente, donc sans les charges embarquées, hein, on a pris les sources des mines de Lyon pour ces variétés-là, si elles étaient commercialisées en bio au moment où nous, on les a récoltées pour attribuer un prix de vente. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que, je pense que le message est passé tout à l'heure, la pomme se vend, voilà, par rapport au rendement, c'est pas elle qui est la plus intéressante. Par contre, j'évoquais tout à l'heure la figue qui est assez intéressante, c'est un marché de niche, mais elle est en violette en haut. En fait, par rapport au volume de production qu'elle a, à l'occupation et au temps de travail qu'elle représente, on en tire un prix de vente qui est plutôt assez intéressant. Ce type de résultat-là, encore une fois, c'est que 2023, c'est qu'une année, on n'est pas encore en pleine production, on n'a pas encore un dispositif qui tourne. Mais ça sera très intéressant de voir en fonction des années ce qui se passe et pour voir aussi par rapport à ces effets climatiques qu'on évoquait tout à l'heure, quelle est la résilience globale du verger et est-ce qu'il y a des variétés qui vont mieux passer certaines années, enfin des espèces, pardon, mieux passer certaines années que d'autres. Pour conclure, donc c'est bien un projet qui est prospectif. C'était une preuve de concept sur est-ce qu'on peut produire en étant dans un contexte de zéro phyto et quelle place a la régulation naturelle pour pouvoir nous permettre de générer une production. Il faut qu'on avance encore sur les questions en lien avec la valorisation. Ça touche aussi tout ce qui est standard, en fait, standard de commercialisation. Ça nécessite un nécessaire changement de posture, comme vous l'a dit, pour construire ce nouvel espace de production. Il a fallu repartir d'une page blanche et tout reconstruire. Et ce que ça marque aussi pour nous, c'est qu'on n'avait pas embarqué l'enjeu climatique d'emblée. Alors on n'a pas parlé, mais on est en situation de confort, on irrigue bien. Donc on a bien supprimé tout ce qui était intrant de protection, mais au niveau irrigation, on est bien. Et c'est ce qui nous a le plus affecté en termes de niveau de production. Et surtout, il nous reste encore beaucoup à faire. Donc, toute contribution et toute idée est la bienvenue. Encore une fois, c'est un espace qui est ouvert et un lieu de partage. Donc, bienvenue à vous. Merci. Merci Sylvaine, Aude et Baptiste. Je t'invite à remonter sur l'estrade. On va prendre déjà des questions sur Angers et ensuite on reviendra sur Avignon. On a encore perdu la connexion avec Angers ou c'est bon? Oui, bonjour, Marc Lepelletier, producteur en Vendée, d'un verger très diversifié. Est-ce que vous pouvez aborder brièvement la plus-value que vous avez constatée en termes de régulation naturelle des bioagresseurs, des maladies, par rapport à un verger qui utilise, même en bio, qui utilise des produits de contrôle.
quel bilan vous tirez 5 ans après la plantation par rapport à ce projet? Le bilan... Par rapport à toute la régulation naturelle qui se fait Oui. avec les... Donc il y a déjà des taux de parasitisme et de prédation qui sont élevés par rapport, par exemple, les taux de parasitisme dans des vergers bio sont beaucoup plus faibles que les 30 à 50% qu'on a eu. Je crois qu'il y a Pierre-Franck dans la salle qui pourra confirmer. Voilà, on est sur des choses qui sont en dessous de 10%. Donc voilà, et pour vous donner un chiffre, en zéro phyto, zéro confusion, en Carpocaps, sauf sur une variété de pommes, on est entre 10 et 20% de dégâts à la récolte. Donc voilà, je pense qu'il y a de la régulation. On fait de la prophylaxie, on fait du piégeage massif, mais malgré tout, on est quand même à des niveaux qui laissent supposer que ce parasitisme, ça se traduit par la régulation. Et typiquement, cette année, en pucerons cendrés, on n'a pas eu de... Il y en avait quelques-uns, bien sûr, mais on n'a pas eu de dégâts. Il y avait 0 dégâts liés aux pucerons cendrés alors qu'on est en 0. Donc, il y a une force de régulation qui est présente. On va voir voilà, comment ça évolue dans le temps. Le système, il est en train de se stabiliser, enfin, on espère. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place et qu'on suit avec attention. Bonjour, Margot, étudiante à l'Institut Agro. Moi, c'est une question. Vous avez abordé le fait que cette année, vous vous étiez mis en confort hydrique. Est-ce que pour les années précédentes, vous allez conserver ce facteur de confort hydrique, ou est-ce que vous allez essayer de réfléchir justement au fait que, avec le changement climatique, les ressources en eau, elles vont probablement diminuer? Est-ce que ça va être quelque chose sur lequel vous allez travailler pour les années suivantes ou pas? Donc, on voulait des arbres autonomes. On parle de phyto, mais en intrant, par exemple, on fertilise avec la luzerne de l'interrang. Donc, on voulait des arbres relativement autonomes, donc une grosse prospection racinaire. Comme les racines, c'est opportuniste, l'idée, c'était d'arroser relativement largement autour du rang d'arbres, de manière à ce qu'il y ait cette prospection. Donc, on a fait un investissement en eau les premières années. Et à la limite, c'est même cette année, la première année, où on commence à réduire maintenant que les arbres sont installés. Et on ne l'a pas pensé avec la réduction de l'eau d'entrée, au-delà dit, même les enjeux climatiques, ça paraissait un peu trop lointain. Et là, on est en train de réfléchir à un verger agroforestier et dans lequel on va vraiment le prendre en compte dès le début. Voilà. En tout cas, nous, on a fait le choix quand même d'installer des gros systèmes racinaires, donc avec de l'eau les premières années. Une dernière à Angers et on vous laisse la parole ensuite à Avignon. Merci. Marianne Lefebvre, économiste agricole, notamment dans le projet Cap Zéro Phyto. Une question pour Baptiste. Tu as indiqué que vous aviez des chiffres sur les quantités de substances actives. Est-ce que vous pouvez aller plus loin en calculant les baisses de toxicité? Et est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est mis en avant par les producteurs? Parce qu'on sait qu'au niveau européen, dans les objectifs d'une potentielle régulation, si la surpasse un jour, c'est très mis en avant, en plus de la baisse des IFT. Alors, ce qu'on a fait, et je ne l'ai pas présenté parce que, encore une fois, je fais des choix quand on n'a que 15 minutes de présentation et par rapport à tous les résultats qu'on a. Mais effectivement, on est allé sur ce terrain-là dans Défi. Et en fait, je n'ai pas présenté des données qui montrent que, en fait, y a des réductions majeures qui ont été faites de substances actives classées dangereuses pour l'environnement, dangereuses pour l'utilisateur et CMR. On est sur des niveaux de réduction qui sont encore supérieurs, parfois au-delà de 50%. Donc, on a fait ça, c'est dans la synthèse. Encore une fois, vous pouvez le retrouver dans la synthèse. Donc oui, on a eu cette approche-là, on a regardé vraiment spécifiquement des matières actives les plus préoccupantes. Et elles ont baissé encore plus. Et je ne sais pas si je réponds vraiment à la question qui était posée ou pas. Oui, oui. C'est bon pour nous, Okay. à Angers. Ok, donc je sais qu'il y a déjà des questions qui sont en préparation sur Avignon.
Oui, bonjour. Jean Gaillac, donc je suis producteur de pommes. Par rapport à la réflexion que j'ai faite tout à l'heure, je suis désolé de vous avoir coupé la parole, mais bon, je trouve que l'analyse que vous avez faite sur les volumes, c'est pas pertinent. Moi, j'aurais aimé avoir les volumes par variété. Donc, en tant que producteur de pommes, 23 tonnes, c'est même pas la peine que je plante un pommier. Concrètement, bon, tous les travaux que vous faites, ce sont des travaux qui sont pertinents et je pense qu'il faut les faire. Mais au-delà de ça, faites attention à la communication que vous faites de tous ces travaux. Parce que derrière ces travaux, on voit pertinemment que le résultat économique n'est pas au rendez-vous. Et quand j'entends 20% de carpeaux, c'est 20% de perte de production. Je parle que du carpeau. Donc imaginez qu'à votre salaire, on vous enlève quelques pourcentages de votre salaire tous les mois. À l'heure actuelle, un verger de pommier, si je plante demain, 24, c'est 70 000 € à l'hectare. Comment on peut envisager une telle plantation sans savoir si demain, dans 4-5 ans, sachant qu'on commence à l'amortir à partir de la 5e année avec une production relativement correcte, comment peut-on envisager de planter, de mettre autant de sommes à l'hectare sans savoir si demain on va pouvoir produire? Moi, je pense que toutes ces communications que vous faites, que ce soit Alto ou le verger là, que vous avez à Gautheron, il faut surtout que ça ressorte comme comment dire, une observation qu'on est au bout d'un système. C'est ça qu'il faut que vous communiquiez, parce que là, vous vous trouvez au milieu de professionnels, donc on comprend très bien ce que vous dites, mais par rapport à des institutionnels, ils ont dit, ça y est, ils ont trouvé la solution. Donc la biodiversité, ça fait des années que j'en fais. Quand on plante des haies de biodiversité, elles font 20 cm. Maintenant, elles font 10 mètres. Et on s'aperçoit aussi qu'à travers ces haies de biodiversité, on atteint le bon et le mauvais. Donc, moi, souvent, je dis, je ne suis pas dresseur d'auxiliaire. Je ne sais pas comment faire transiter un auxiliaire qui aime le puceron dans le pommier, alors qu'il se retrouve dans un autre qui est acceptable. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a des solutions, on ne peut pas supprimer des solutions que nous avons à l'heure actuelle immédiatement, ce n'est pas possible. Et c'est des travaux qui vont être à long terme, qui vont demander des années, la solution ne va pas se trouver d'ici 3 ans. Donc surtout faites bien attention à ce que vous dites. Il y a la communication. Et en fonction des gens que vous avez en face de vous, ne dites pas la même chose. Parce que par rapport à un politique, il va dire, ça, ils ont trouvé la solution, donc on supprime. Merci de votre remarque. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on travaille pour après-demain. Les vergers actuels, ils sont là. Le curseur, pour nous, il est là. C'est exploratoire, c'est prospectif. On l'a dit au début, à la fin. On est venu avec cette présentation et c'est toujours dans les présentations. Et quelque part, le type de verger qu'on a mis en place, l'investissement, il est différent de ce que vous citez, par exemple, parce qu'il n'y a pas de palissage, par exemple. Donc, l'idée, vraiment, je vais même vous dire qu'on reçoit énormément de personnes en formation pour adultes, par exemple, qui veulent mettre des choses très, très diversifiées, des projets très, très en rupture. On leur dit, attention, vous ne regardez les rendements. Et les rendements, on n'a qu'une année, on vous les montre. Je veux dire, quelque part, vous avez traduit tout de suite ce que ça fait. Donc, l'idée, c'est de mettre en regard et de discuter ces résultats, parce que c'est une histoire effectivement de curseur. Et pour après-demain, on a exploré une piste. Voilà. Je sais pas. On va prendre une question. Moi, si je peux rajouter quelque chose aussi à la remarque qui a été faite, je suis d'accord avec vous sur l'histoire des rendements que vous avez notés. Tout à fait d'accord. En fait, je vous rejoins sur le fait que ce serait très pertinent, beaucoup plus pertinent d'avoir des notions de rendement par espèce et par variété dans ces espèces. Donc justement, j'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est le travail que je suis en train de faire sur sortir des synthèses de résultats défis par espèce. Et là-dedans, on sera sur des choses beaucoup plus pertinentes techniquement parce que je vous montrerai des rendements par espèce et par variété. Mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir les deux, d'avoir cette approche très technique et pertinente par espèce, par variété, mais aussi d'avoir l'approche synthèse générale un peu macro, où on voit les grands chiffres que je vous ai présentés à l'instant. Moi, je voudrais compléter l'intervention de
L'intervention de Sylvaine, pour répondre à monsieur vous êtes arboriculteur, on a bien conscience en travaillant sur ces objets vergers du futur, en fait, que il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension optimisation des régulations écologiques, c'est ce que Sylvaine a montré, Sylvaine et Aude. Il y a une autre dimension, c'est qu'on a très bien compris à INRAE qu'il faut aussi faire bouger, que ces changements-là ne pourront pas se faire uniquement, ne sont pas que dans les mains des arboriculteurs, enfin des agriculteurs d'une façon générale, même si c'est vous qui pilotez ces systèmes, qu'il faut faire bouger l'ensemble du système autour, du système alimentaire, et ça va depuis les fournisseurs d'intrants jusqu'aux acteurs de l'aval, les questions de commercialisation, la question de la qualité des produits qui sortent de ces vergers, qui n'est pas du zéro défaut visuel, donc il faut accepter, il faut trouver des modes de commercialisation qui permettent de commercialiser des produits, enfin des fruits avec des défauts visuels. Il faut arriver à commercialiser des produits avec une diversité si on va vers de la diversité interspécifique, donc des lots plus petits. Et c'est pour vous dire aussi qu'à INRAE, on travaille aussi ces questions-là. Il y aura un exposé cet après-midi de Hélène Brive sur la pomme. Voilà, on est aussi en train de, à INRAE, on travaille à la fois sur des aspects vraiment d'optimisation des processus écologiques et de changement à l'échelle du système agroalimentaire. On a bien conscience que ces changements-là, ils ne peuvent pas se faire vous tout seul si les acteurs autour ne bougent pas. Voilà. Bonjour, Jean-Christophe Néron, président de la OP Cerise de France et également producteur de cerises dans le Ventoux. Et là, donc, pour la cerise, je ne me retrouve pas vraiment dans les réponses qui ont été faites. Que ce soit en défi ou que ce soit à Gauthieron, je n'ai pas vu la cerise qui était incluse dans le système. Et dans le Ventoux, il n'y aurait pas eu besoin, en tout cas, de planter des haies. On a des bois tout autour des parcelles. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, si je devais appliquer les propositions qui me sont faites, il faudrait que j'aille voir mon banquier, lui dire que je vais arracher la moitié de mon verger, planter de nouvelles espèces, faire de nouveaux investissements et produire avec zéro phyto. Personne ne financera ce type de projet. On est bien d'accord? On est sur du long terme. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Et pour les fermes défis, en cerise, il ne nous reste plus qu'un seul produit homologué. Donc pratiquement le défi, on l'a rendu. Ça oblige la filière tous les ans à déposer de nouvelles demandes de dérogation. Et c'est extrêmement compliqué d'avoir une vision d'avenir pour nous, avec l'ensemble des charges, donc ça a été dit, qui augmentent sur les exploitations. La moindre baisse de rendement aujourd'hui, ça se traduit par des tensions et des impossibilités à produire. On n'est pas à l'abri en plus on a à la limite des phytos, on a des anciens ravageurs qui refont leur apparition, et donc on n'est pas à l'abri de nouveaux ravageurs. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Alors, quand on voit en plus le temps que les organismes de recherche se mettent d'accord sur le protocole de recherche TIS notamment, il y a des questions à se demander, savoir si la priorité c'est vraiment de trouver une solution plutôt que de préserver certains égouts. C'est mon analyse personnelle. Donc si aujourd'hui je devais mettre en place zéro phyto, et donc comme on le dit, venez sur nos vergers, je suis prêt à échanger avec vous de poste, puisque vous n'avez pas la cerise, et de venir sur mon exploitation et de mettre en place zéro phyto. Charge à vous de trouver une équipe et de ramasser les cerises. Vous faites 2 semaines et après vous arrêtez. Vous continuez parce que les mesures prophylactiques préconisées, c'est de ramasser les cerises pour éviter les contaminations les années suivantes. Mais avec les coûts de la main-d'œuvre, là vous mettez la main à la poche, vous n'arrivez pas à payer vos charges. Donc il y a vraiment une analyse économique importante à avoir si on ne veut pas avoir 100% des cerises importées. Et je confirme effectivement que j'en remets une couche, mais le message qui est porté est super important. Et des affichages pour l'ambition de la production future, pour les producteurs également, pour l'administration qui en profite pour supprimer des produits. Mais je pense qu'il faut être attentif à garder une marge de sécurité. C'est-à-dire que si on dit c'est possible, il ne faut pas s'empêcher un retour en arrière si on a besoin de phyto, si on n'y arrive pas. Parce que sinon, si derrière les portes sont fermées, c'est bon, on a trouvé la solution, il n'y a plus de phyto, et que ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas où ça va mener, il y a un risque super important d'abandon
de producteurs, de déprise de la culture de la cerise. La cerise, c'est une multitude de petites parcelles sur tous les territoires où c'est produit. Et mettre en place un système aussi grand, il y a 60%, c'est des parcelles en moins de 2 hectares. Donc voilà, il faut trouver des solutions pour tout le monde et tout système tout format d'exploitation. Donc voilà, et en fait, tout ça pour dire après à quel prix on va devoir vendre les cerises et qui les achètera. Parce que le consommateur, excusez-moi, je termine, c'est le consommateur du début, c'est pas celui qui ambitionne d'avoir zéro phyto, c'est pas le même que celui qui fait ses courses au caddie. Quand on rentre au magasin, bien sûr qu'on aimerait avoir zéro phyto, mais quand il faut payer la cerise, le prix réel, je ne suis pas convaincu qu'il ait choisi le bon lot. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une petite réaction C'est bon on va prendre s'il y a des questions sur le chat étudiant. Julie, on peut faire un petit commentaire Très rapide. Oui, c'est très rapide. La cerise est dans le paysage des espèces dont l'INRA s'occupe. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui s'occupent de la cerise, en particulier de Drosophila Suzuki. Bon, ils sont à Sophia Antipolis, ils interviennent sur des méthodes alternatives, clairement. Voilà. Mais l'INRAE est présent aussi sur la question de la cerise. Voilà. Merci. Et je rajoute qu'il y a un réseau défi cerise qui s'est monté dans l'Aveyron. Donc on aura quelques références qui viennent petit à petit. Laure à Angers, est-ce qu'il y a une question sur le chat étudiant ou on passe aux visites? Il n'y a pas de question, mais il y a une remarque. Donc c'est par rapport à l'enseignement qui est important, donc des futurs collaborateurs. Et il est important que les étudiants aient intégré l'ensemble des enjeux afin d'être porteurs d'un message plus juste lors de leur entrée sur le marché du travail afin de soutenir la filière. Voilà, donc c'était une remarque étudiante. Et sinon, je pense qu'on peut passer aux visites. Donc, on clôture la session et puis chacun, de chaque côté, on donne les consignes pour les visites. Oui, on va faire ça en local, oui. À tout à l'heure alors. Bonne visite.